Minasan irashaimasen et bienvenue dans cette analyse du chapitre 1111 de One Piece. Le dernier avant la reprise dans 3 semaines, parce que oui, le maître Oda va prendre une pause bien méritée après toutes les dingueries et les chapitres incroyables qu'il nous a pondus. Alors oui, on le dit de bonnes vacances, et avant de profiter de cette magnifique vidéo, enfin de ce magnifique chapitre d'Oda, je vous invite à vous abonner et à me laisser un immense pouce bleu sur cette vidéo ou sur les précédentes, si elles vous ont plu, et si vous les avez vues bien sûr, et si vous les avez pas vues, pourquoi vous les avez pas vues déjà? Donc rendez-vous dans la description pour ceux qui voudraient les voir. Et bien sûr, n'oubliez pas de me lâcher des pouces bleus, des immenses pouces bleus sur ces vidéos-là aussi, des commentaires si bien sûr ces vidéos vous plaisent, même si c'est ça qu'on veut. Et pour ceux qui l'ont pas fait, je vous regarde. Et je vous préviens, on commencera pas tant que vous l'aurez pas fait, hein. Non, je déconne, on y va. Comme on le sait probablement tous, les géants d'Elbaf sont inspirés des Vikings. Et par conséquent, comme tous les Vikings, les géants ont plusieurs dieux, comme on le sait avec la mythologie nordique, que ce soit Thor, Loki, Odin ou je ne sais qui d'autre. Les géants ont par conséquent eux aussi une multitude de dieux. On peut voir par exemple un petit parallèle que Eiichiro Oda fait en parlant d'Elbaf, en nommant le prince d'Elbaf, Loki, qui aujourd'hui est sûrement devenu le souverain d'Elbaf. Eh oui, désolé, j'ai pas de faute à vous proposer, c'est pas de ma faute, on n'a jamais montré son visage. Par le fait de donner au souverain d'Elbaf le nom de Loki, qui est le fils d'Odin dans la mythologie nordique, et autrement dit, un membre de la royauté, on peut donc se dire que d'ici à ce que les Mugiwara arrivent à Elbaf, du moins quand ils arriveront à Elbaf, c'est-à-dire après l'arc qui suit avec Ed sûrement, on peut s'attendre à avoir énormément de noms et énormément de personnes qui auront des noms des dieux de la mythologie nordique, que ce soit des membres de la royauté ou des grands guerriers. On peut s'attendre à avoir un Heimdall par exemple, ou un Thor, voire même une Sif. Je crois que c'est comme ça que s'appelle la fille qui accompagne Thor. Sif, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, dans Elbaf, on va voir sûrement beaucoup plus de références par rapport à la mythologie nordique, comme on le connaît. Il y aurait peut-être une sorte de mélange entre les dieux nordiques et le monde et l'univers de One Piece. On aurait un dieu soleil, on aurait aussi peut-être un dieu de la guerre, un dieu de la nature. Vous voyez un peu l'idée, je crois, hein. Mais la plus grande question que vous devez sûrement vous poser à cet instant, c'est mais qu'est-ce qu'il fout à perdre son temps de nous parler du frère de l'un des membres des Avengers, hein? C'est sûrement ce que vous dites. Eh ben, je vais vous dire pourquoi je vous parle de ce gars. Eh bien, c'est tout simplement pour faire le parallèle entre Elbaf et la mythologie nordique et les habitudes des Vikings. Car tout comme chez les Vikings, sur Elbaf, c'est la loi du plus fort qui règne. Donc, après toutes les prouesses que Luffy, aka Joy Boy, aka Nika nous a montré, que ce soit se battre contre Kaido, et Big Mom, défoncer Kaido, quand même faire un petit truc contre Big Mom, non, je suis pas sûr. Plus défoncer Kaido, défoncer un amiral, parce que on le voit maintenant Kizaru il est au sol, le mec, il se dit mais j'ai besoin de vacances et tout, il est KO le mec, moi je vous dis depuis le début, Kizaru fait plus le poids contre Luffy depuis longtemps, et en plus de ça, saupoudrer du fait qu'il arrive à se battre contre des membres du Gorosei, il est même parvenu à faire exploser 2 membres en même temps, non? Donc, à moitié, je dirais 1,5, il arrive à faire exploser 1,5 de membres du Gorosei, alors que, je vous rappelle que, les gars, ça ne fait même pas un mois que Luffy est parvenu à éveiller son fruit du démon. Vous vous rendez compte de ça? Ça fait même pas un mois que le mec se bat sur Grand Line avec sa forme éveillée, mais il arrive déjà à faire ses dingueries. En voyant tout ça, en voyant tout ce que Luffy fait alors que ça fait quelques jours qu'il a éveillé son fruit du démon, on peut se dire que, il y a plus de 800 ans, un homme du nom de Joy Boy serait parvenu à s'imposer à Elbaf, terre des géants régie par la puissance et la force, à l'aide de son fruit du démon qu'il maîtriserait depuis plus longtemps et qu'il aurait réussi à éveiller, donc il connaîtrait plus de propriétés pour l'utiliser à son plein potentiel. Il serait parvenu à s'imposer à Elbaf par sa force et par son apparence si particulière, à tel point que les géants d'Elbaf l'auraient pris pour l'incarnation d'un dieu.
Car oui, c'est pas tous les jours que tu te balades et que tu vois un mec qui se change en blanc, qui a le cheveu noir, qui se change en blanc tout à coup, qui saute dans les airs, qui peut voler, qui s'amuse à se balader en cartoon et tout. Donc forcément, les géants l'auraient pris pour un dieu, et par la même occasion, il serait vraiment devenu un dieu, qui symboliserait pour que ce soit le géant, les esclaves de Marie-Joise ou les gens qui peuplent le siècle oublié. Il serait devenu l'incarnation de la liberté, la joie. Il serait devenu le dieu qui symboliserait l'aube d'une nouvelle ère. Oui, il serait devenu Nika, l'un des dieux d'Elbaf, ainsi que l'un des dieux qui était connu durant le siècle oublié. Car oui, les gars, j'ai envie de vous dire, on sait tous que Luffy, qui est Nika ou Joy Boy, comme vous voulez, représente aujourd'hui le dieu du soleil, Nika. Il est connu comme étant le dieu du soleil. Forcément, quand on sait qu'il est connu comme étant le dieu du soleil, on se dit aussi que le soleil ne peut pas exister sans ténèbres. La lumière attire forcément l'existence des ténèbres. Donc forcément, durant le siècle oublié, il y avait aussi déjà la présence de ces ténèbres contre lesquelles on devait lutter. Et qui de mieux pour représenter la lumière, l'espoir, qu'un homme qui sourit à tout moment et qui se donne corps et âme pour chasser complètement les ténèbres dans le monde entier. Car oui, quoi de mieux pour symboliser l'aube d'une nouvelle ère face à l'oppression des ténèbres que le soleil du dieu Nika. Comme je vous le disais déjà la dernière fois lors de la précédente vidéo, c'était complètement impossible qu'avec toute la puissance que nous avait montré le Gorosei, que les Mugiwara parviennent à s'échapper seuls. C'était franchement impossible. Surtout après la démonstration hallucinante de Oki, de son haki de roi qui était franchement incroyable, qui a limite, ça a failli balayer les géants de l'île complètement. Et en plus de ça, on a eu le petit truc avec Luffy qui perdait ses cicatrices. Franchement, j'avoue, c'était trop marrant. C'était franchement très marrant. Mais si Oda a profité pour nous montrer à quel point Oki ainsi que Itsumade qui a percé la barrière de Vegapunk, si ces deux-là sont si puissants que ça, il en a aussi profité pour nous montrer un autre parallèle. Un parallèle que, franchement, je m'y attendais pas. C'est la puissance incroyable des géants. Et en nous montrant ce qu'ils ont été capables de faire, on se dit que si Luffy s'alliait aux géants, il serait franchement capable de vaincre carrément tout le Gorosei. Donc cela nous montre à quel point encore plus le peuple des géants est un peuple incroyablement puissant et on comprend toute la dangerosité de ce peuple et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore été conquis comme les autres nations qui ont rejoint le gouvernement mondial. Mais bien sûr, pour égaliser la balance, Oda ne pouvait pas faire un peuple surpuissant accompagné d'un dieu qui est capable de gérer tous les membres du Gorosei sans donner quelque chose en plus aux membres du Gorosei. Donc, par conséquent, il les a donné un pouvoir qui est, à mon avis, le cheat le plus dingue et le plus abusé, c'est l'immortalité. Parce qu'on a vu Saturne qui était capable de se régénérer après être pris un giga punch de haki de Kuma. Et ce qui est sûr, c'est que le ver des sables va être capable de se régénérer parce que je pense pas qu'il va mourir aussi facilement. Donc, dans cette partie, on nous présente le combat entre Oki et les vers des sables qui affrontent Luffy accompagné de Dory et Brody. On a également Itsumade qui se rapproche franchement très dangereusement du labo de Vegapunk après avoir réussi déjà à percer cette barrière que jusqu'à ici personne n'était parvenu à la percer. Et lui, en un clic, il arrive à le faire facilement. Ensuite, il atterrit au calme et il va se faire le débrief avec Lucci, qui en passant a réussi à survivre à l'affrontement contre Zoro, avec son attaque incroyable qui nous avait déjà tous surpris au chapitre précédent où il découpait clairement Lucci. Mais bien sûr, avec sa résistance de Zoan, il est parvenu à survivre sans trop grande difficulté, même si, j'avoue, il est sacrément balafré, le mec. Alors, quand on voit toute la puissance des membres du Gorosei, on se dit que surtout, je précise ça, là je parle plus de leur immortalité que de leur capacité à se battre. Franchement, quand on voit tout ça, on se dit que la seule alternative pour les Mugiwara et pour les géants, ce serait la fuite. Mais rappelez-vous les gars, l'île est encerclée. On a à la fois une tonne de navires de la marine qui sont toujours là, plusieurs vice-amiraux, en plus de ça le Gorosei qui est toujours là au rendez-vous plus puissant que jamais.
Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là plus précisément que la dinguerie s'est passée. Oui, les gars, c'est à ce moment-là que le robot géant qui était encore endormi il y a je ne sais depuis combien de temps, depuis sûrement les 200 ans depuis sa dernière apparition à Marie-Joie, il décide de se réveiller à ce moment précis. Et selon les propres dires de l'un des soldats de la marine, ce grand géant serait encore plus grand qu'un géant en fait. Qu'un géant de taille normale. Il serait plus grand qu'un géant. Et tout comme à Wano, la première chose qui se dit en apparaissant, tout comme à l'époque avec Zunisha, il se dit tout de suite un truc à Joy Boy. Genre, désolé Joy Boy. Il s'excuse. Mais encore une fois, tout comme à Wano, on ne sait pas pourquoi il s'excuse. Peut-être qu'avec la révélation que Vegapunk va faire dans 6 minutes, on saura enfin pourquoi Zunisha, Wano et le robot géant Egghead s'excusent tous les deux auprès de Joy Boy. Mais moi, ce que j'aime, c'est que j'ai surtout aimé, c'est le parallèle qu'on fait ici entre Zunisha et le robot. Parce que à Wano, Zunisha est apparu, il a fait la même chose, sauf que c'est plus Momonosuke qui a pu parler à Zunisha avec par la voix de toute chose. Là, étant donné que Luffy a déjà entendu la voix de toute chose lorsqu'il était parti sur l'île des hommes poissons, je me dis qu'ici, on va peut-être avoir une conversation entre le robot et Luffy parce que actuellement, il n'y a que Luffy qui peut entendre la voix de toute chose sur Egghead. Et de là, Luffy pourrait lui demander de les aider à s'enfuir. Et la magnifique chose, et franchement, je ne m'attendais pas à dire ça, à être aussi optimiste. La chose que j'aimerais le plus voir, ce serait que le robot géant parvienne, par sa taille et sa puissance qui est sûrement énorme vu qu'il est plus grand qu'un géant normal, qu'il parvienne à arrêter les membres du Gorosei et la marine, ne serait-ce que pendant 6 minutes. Oui, 6 minutes, ce qui donnerait le temps au Mugiwara, avec l'aide des géants bien sûr, de pouvoir s'enfuir. Et par la même occasion, cela permettrait au monde d'enfin connaître la vérité sur le fameux siècle oublié. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de notre analyse et comme toujours, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'aimerais bien que vous me laissiez vos commentaires, vos avis sur la vidéo parce que ça nous permettrait d'échanger et d'avoir un petit contact, que ça soit juste moi qui fais des vidéos et vous qui regardez pour savoir un petit truc, tu vois. Donc, laissez-moi vos avis dans les commentaires et on en parlera encore et encore autant que je répondrai à toutes les questions que vous aurez. Donc, n'hésitez pas. Surtout que c'est la dernière review de One Piece avant 3 semaines. Mais ne vous inquiétez pas, hein. J'ai largement de quoi s'ouvrir votre soif d'otaku, donc vous allez être complètement blindé durant les 3 semaines. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront durant les 3 semaines de pause. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous dis sayonara.